Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Sarah Couillard. Allô? Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Puis j'avais hâte de te parler. On s'était parlé quelques semaines avant tes débuts pro. Hein? On avait fait une petite présentation ensemble qui est encore sur ma page YouTube. Les gens peuvent aller s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais je voulais vraiment qu'on revienne sur tes débuts pro qui ont eu lieu, c'est le 2 juin, si je ne me trompe pas, au Casino de Montréal, sur une carte de groupe Yvon Michel. Tu t'affrontais Flore Carrera, une Mexicaine. On va en reparler de la Mexicaine après. Je voulais qu'on fasse un post-mortem de ton combat ensemble parce que il s'est passé plein d'affaires. Hein? Avant, pendant, après. Tu n'as pas eu le résultat que tu voulais. Tu as subi la défaite par décision unanime. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est pas si dramatique que ça en a l'air, même si pour plusieurs, ça serait la fin du monde. Parce que, moi, je dis tout le temps, on est mieux de subir une défaite en partant puis d'aller travailler les lacunes qu'avoir une fiche trop protégée, affronter des filles qui sont peut-être pas à la hauteur et après ça, subir une défaite quand tu es 9-0 ou 7-0. J'ai des noms en tête de boxeuses qui ont présentement des fiches protégées, qui sont très haut classées et qui vont pogner leur Waterloo bientôt. Alors, je veux savoir, premièrement, là, ça fait quelques jours, là, ça fait à peu près 10 jours que c'est arrivé. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien. J'ai pris une semaine de congé d'entraînement. J'ai mangé tout ce que je voulais. J'ai vu ma famille, mes amis. Fait que je me sens super bien. J'ai très, très hâte de recommencer à m'entraîner demain, dans le fond. Oh, demain. Tomorrow is the day. Exactement. Au gym. Tu retournes-tu au gym mollo ou tu retournes dans une grosse routine tout de suite, une routine endiablée à deux fois par jour, 6 jours sur 7? Je vais retourner à 5-6 entraînements par semaine, mais pas 2 fois par jour. Non, on commence à un entraînement par jour. On n'est pas encore d'entraînement encore. J'aimerais savoir comment... OK. Il y a un contexte à ça aussi. Il faut comprendre que moi, je sais des choses que les gens ne savent peut-être pas. Il y a d'autres personnes qui savent d'autres. Toi, tu as des choses que tu sais que moi, je ne sais pas. Dans le fond, le jour de la pesée, on va parler du jour de la pesée. Tu étais toute sourire. Les gens l'ont donc dit que tu avais un beau sourire, Sarah. Hein? On l'a entendu dans la semaine. Tout le monde disait que tu étais donc belle, tu étais donc cute, tu avais un beau sourire. Mais ça cachait beaucoup d'affaires, ce sourire-là. Tu avais passé une semaine assez infernale avant. Oui, en effet, dans le fond, la semaine avant mon combat, donc précédemment mon combat, j'ai fait une grosse sinusite. Donc, ça a commencé comme ça, ma semaine. Alors, je devais cesser théoriquement mes entraînements, faire des entraînements quand même jusqu'au lundi, la semaine de mon combat. Puis ensuite, faire seulement me concentrer sur mon poids et boxer. Mais j'ai eu une sinusite, donc j'ai dû canceller tous mes entraînements une semaine avant mon combat parce que étant donné que je travaille aussi 40 heures, ben, je n'étais pas capable de récupérer, en fait. Même si j'essayais d'aller au gym, j'essayais de m'entraîner, tout ça, je me rendais compte que je ne récupérais pas. Donc, on a pris la décision, moi et mon équipe, de tout simplement mettre l'accent sur ma récupération.
plutôt que finalement faire les derniers entraînements en se disant que après un camp d'entraînement de 8 semaines, le travail était fait là, déjà. Là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le dimanche matin, je me suis réveillée vraiment, vraiment de bonne humeur. Puis, parce que j'avais plus de sinusite, donc j'étais vraiment contente. Fait que je me réveille, je suis en forme, je me dis, bon, c'est la Fight Week. Enfin, tu sais, j'ai attendu ce moment-là depuis très longtemps, etc. Puis, j'étais super, c'est ça, j'étais vraiment de bonne humeur. Fait que je m'en vais, je dis à mon copain Patrice, je m'en vais me prendre un café là, dans un commerce proche de chez moi. Donc, rendu là, je me prends un jus fraîchement pressé, tu sais, style carotte, betterave, etc. Puis, je reviens à la maison, puis 30 minutes plus tard, je commence à faire de la fièvre, à me sentir vraiment, vraiment, vraiment étourdie, à avoir des gouttes de sueur qui tombent. Puis là, je me accroupis comme par terre. Ça n'a pas d'allure. Oui, fait que je m'accroupis par terre, puis là, tu sais, Patrice est très blagueur, il était juste à côté de moi, fait que je voulais pas lui dire que j'avais l'impression que j'allais tomber des pommes, tu sais, parce que je voulais pas qu'il me dise comme, tu sais, qu'il m'agace, puis qu'il dise que je suis en train de faire du drama, là, tu sais, que j'exagère. Fait que finalement, je dis rien. 10 minutes plus tard, littéralement, je commence à vomir. Fait que ça a duré comme ça toute la journée. En fait, j'étais couchée puis j'ai été vraiment, vraiment malade. Je pense que c'est une intoxication alimentaire puisque ça a commencé après mon jus. Fait que je me suis reposée cette journée-là. Le lendemain, le lundi, encore une fois, j'étais encore très, très, très mal en point. J'ai passé la journée couchée. Mais je me suis dit, malgré le fait que je suis couchée, il faut que j'aille au gym parce qu'il faut au moins que j'aille faire que ce soit un shadow, que ce soit mes 4 rounds de shadow, un petit peu de speedball. Et il fallait que travailler te remettre dedans un peu, là, c'est ça. Exactement. Malgré le fait que j'étais mal en point, je me disais, il faut absolument que je passe au gym parce que, tu sais, plutôt même pour mon mental que mon physique, puis ça va donner ce que ça va donner. Fait qu'arrivée au gym, je me suis menti à moi-même. J'ai fait comme si j'étais vraiment en forme. J'ai pas voulu faire inquiéter mon équipe non plus. Fait que, tu sais, je disais, tu sais, ils savaient que j'étais malade, mais j'étais comme, tu sais, ça va, je vais faire mon training. Fait que je fais mon training, j'avais de la misère à faire mon shadow. C'était vraiment difficile. Je suis revenue à la maison, j'ai dormi jusqu'au lendemain, jusqu'à mardi. Mardi, encore une fois, toute la journée, super mal en point. Encore beaucoup de vomissements, malade, etc. Puis là, le combat est jeudi. Le combat est jeudi, là. Il n'est pas samedi, là. Il est jeudi. Puis là, c'était compliqué parce que ce qu'on me disait, c'est que si je prenais trop de boissons de réhydratation, comme d'électrolytes, en fait, je risquais ensuite de conserver mon eau puis d'avoir de la difficulté à, dans le fond, à m'en défaire, à m'en départir peut-être pour faire le poids. Fait que je me disais, en ce moment, je suis comme dans un dilemme parce que c'était soit que je me réhydratais énormément puis que je prenais la chance de devoir faire mon poids après ça, qu'elle allait me demander un effort physique supplémentaire que j'avais pas, ou je me disais, ben, je me réhydrate correctement, passablement, puis à ce moment-là, j'ai pas d'effort physique pour faire mon poids. Fait que c'était un peu complexe. Malgré tout ça, moi, ce que je disais à Patrice, qui était avec moi toute la semaine, à mon équipe aussi, je disais, écoutez, je suis vraiment malade, mais je sais qu'à 100% que jeudi, peu importe mon état, que si je suis rétablie ou pas, ou à quel point je suis rétablie, jeudi, je vais être 100% là. Moi, c'était ce que je me disais, tu sais. Fait que ça reste comme ça. Le mercredi, je m'en vais à la pesée. Je fais ma pesée. Je me sentais super bien ce matin-là, vraiment en forme. Tu sais, mon mental était là aussi. Fait que je pense que ça aidait beaucoup. J'étais en pleine forme. Je fais ma pesée. Je suis tout petite. Je m'étais réveillée vraiment à 114,4, je pense. Oui, parce que moi, ça m'avait surpris parce que tu te mettais à 118, mais tu étais pratiquement à quelques grammes de la catégorie inférieure, des 115. Fait que là, j'ai bu un peu d'eau. Finalement, à la pesée, j'étais à 115. Fait que là, encore une autre tranche de vie. Je reviens de ma pesée. J'avais plus rien dans le frigo. Tu sais, j'avais pas pensé à ma nourriture après pesée. Fait que je me commande du Uber Eats. Moi, ça fait 2 mois que j'ai pas mangé de pâtes. J'avais un craving de pâtes. J'étais vraiment contente. Puis là, je me commande mon repas. Puis finalement, après 1h30 d'attente, je me l'ai fait voler sur le trottoir dans Hochelaga. Fait que bref, je recommande mes pâtes. Oui, fait que je recommande mes pâtes. C'était rendu comme 6 heures. Tu sais, j'avais pas encore mangé depuis dimanche puisque c'était la première journée mercredi que je me sentais bien. Je mange mes pâtes.
je suis retombée malade encore une fois. C'était trop lourd, c'était trop difficile, ton estomac qui était sensible. Exact. Les gens ne l'avaient pas vu. Moi, je le savais que tu étais malade, OK? Je l'avais su. Tu me l'as reconfirmé après. Je le savais que tu étais malade. Fait que le sourire que tout le monde voyait, puis tu as dû être tanné de te le faire dire, là, parce que toute la semaine, je te jure, j'en attendais ça. Le beau sourire, le beau sourire. C'est vrai que c'était un beau sourire. On va se le dire. C'était vraiment un sourire de fierté. Tu étais heureuse d'être là à la pesée. Mais je ne sais pas, ça t'a-tu tanné autant que ça m'a tanné d'entendre ça, sourire et souriante? Tu sais, pour te décrire en tant que. Tu sais, c'est ta fight week, puis on te décrit juste par un sourire. Exactement. Ben, c'est sûr que oui, ça me titillait un petit peu. Par contre, tu sais, en y pensant bien, oui, ça me titillait qu'on me décrive juste comme ça, mais en même temps, je me disais, tu sais, que ce soit, exemple, le groupe Yvon Michel, que ce soit les gens qui ont fait des beaux commentaires sur mon sourire, ben, c'est des gens qui ne connaissaient pas encore ma boxe nécessairement. C'est vrai. Oui, ils avaient entendu des choses sur moi, etc., mais ils ne m'avaient pas vu en action encore. Fait que je pense que, tu sais, à ce moment-là, c'était tout ce qu'il y avait à dire, puisque Sarah Couillard, il ne la connaissait pas encore. Il connaissait juste ton sourire, dans le fond. Exactement, c'est ça. Mais aussi, tu sais, en général, je suis une personne qui est souriante, je suis une personne qui est de bonne humeur, qui est contente. Puis surtout que j'ai travaillé tellement fort pour me rendre là que pour moi, cette semaine-là, peu importe mon état physique avant la pesée, j'étais tellement contente d'être là. Puis c'était vraiment, dans le fond, un peu comme le fruit de tous mes efforts. Fait que j'étais tellement heureuse d'être là que, tu sais, je pouvais pas m'en empêcher. Puis aussi, ça fait partie de moi. Tu sais, je suis comme ça naturellement. Puis c'est pas parce que je suis boxeuse que je veux faire un personnage, en fait, là, de fille. Tu sais, je veux pas me créer un personnage, je veux être moi-même. Puis je pense que ce que les gens ils ont vu, c'est mon authenticité. Puis tu sais, je me dis, bon, ben si les gens apprécient mon authenticité, ben tant mieux, c'est un beau compliment, tu sais. Fait que je le vois comme ça. Là, il faut qu'ils apprennent à découvrir d'autres termes pour rajouter le mot sourire. On n'enlève pas le mot sourire, mais là, il va falloir découvrir d'autres termes. On va en parler un peu de ton style de boxe tantôt, puis ça va peut-être aider les gens à comprendre comment décrire Sarah Couillard avec plus que le mot sourire. On va mettre plus d'adjectifs, mais c'est correct, on peut le garder. Moi aussi, j'avais trouvé que tu avais un beau sourire de toute façon. Je trouvais que tu avais l'air fière. Oui, mais j'étais contente d'être là. J'étais contente, fière d'être là. C'était vraiment, ça paraissait dans ta face. Là. Mais toute la semaine d'avant, elle était tough aussi. C'était comme l'aboutissement de quelque chose ce mercredi-là, à part le fait que tu t'es fait voler tes pâtes. Là. Ça, c'était la cerise sur le Sunday, comme on dit. Il s'est passé d'autres affaires. Écoute, là, on arrive. Quand est-ce que tu as su que tu allais être un swing bout? La journée de la pesée, on m'avait dit que j'étais, à ce moment-là, c'était pire. Je devais être deuxième swing bout. Donc, après un combat de 10 rounds. Fait que ça aurait été encore plus long. Mais finalement, on a appris la journée du combat que j'étais premier swing bout. Fait qu'au moins, ça a été plus facile pour ça. Mais vraiment, la journée du combat. Ce qui a été difficile aussi, tu sais, si on revient à mon histoire d'intoxication, la journée du combat, honnêtement, je me sentais 100% bien parce que je pense que, tu sais, sûrement que mon corps était à 70%, mais que ma tête était tellement là, j'avais tellement hâte à ce moment-là, j'étais tellement présente que je ne sentais plus aucune faiblesse, je ne sentais plus de malaise digestif, tu sais, je me sentais vraiment là puis prête, tu sais. Tu étais dans le moment présent, là. Exactement, 100%. Fait que la journée du combat, tu sais, toute la journée, mettons, j'ai mangé quelques fruits parce que c'est tout ce que je suis capable de digérer, puis j'ai mangé un repas. Fait que de dimanche à jeudi, j'avais mangé jusqu'aux fêtes. Finalement, j'ai mangé un repas puis quelques fruits, tu sais. Fait que quand je suis arrivée au combat, je pense que le fait que j'ai boxé si tard, c'est sûr que ça a probablement été dur pour mon corps parce qu'on ne peut pas manger, tu sais, dans les loges en attendant. La régie accepte pas nécessairement qu'on mange. Fait que c'est sûr que ça aussi, je pense que le swing box en soi, ça ne m'a pas vraiment dérangé tant que ça. Mais c'est vraiment, je pense, le fait que je ne pouvais pas manger pendant ce moment-là, qui était difficile peut-être. C'est ça, c'est que dans le fond, tu étais dans l'attente que quelque chose se passe, puis tu étais aussi dans l'attente de manger.
Exactement. C'était dans l'attente double ici. Ça, je peux le comprendre. C'est cet aspect-là qui devient plus irritant quand on est swingboard parce qu'on ne sait pas trop à quelle heure on va passer aussi. On a eu la chance de te voir à la télévision parce que ça aurait pu arriver que tu ne sois pas à la télévision aussi. Moi, quand j'ai su que tu étais swingboard, j'ai eu peur, sincèrement, parce que je ne pouvais pas me déplacer, mais je voulais vraiment voir le combat. Mais on l'a pu la voir à la télévision. J'étais bien contente. Dis-moi, l'adversaire, Flor Carrera. Bon, on va parler du combat, mais on va parler de l'adversaire en même temps. Aviez-vous des doutes que l'adversaire était féroce comme ça? Parce qu'on a vu une fille, même déjà en partant à la pesée, on voyait quand même une différence dans votre carrure physique. Bien sûr, tu étais malade, tu étais mince, mais la constitution musculaire était aussi différente. Ce qui me laissait penser qu'elle, c'était une vraie 118 livres, peut-être même plus. Puis toi, tu n'en étais pas une vraie. Toi, tu n'es pas une vraie 118 livres. C'est ça que je me disais. Fait que là, avec la réhydratation de madame, elle était quand même très imposante. Mais le saviez-vous avant qu'elle avait cette carrure-là, qu'elle avait aussi cette énergie-là, qu'elle avait cette expérience-là? Honnêtement, pas vraiment. Je pense que quand on nous a offert l'adversaire, en fait, on a vu son premier combat. C'était la vidéo qu'on a vue. Puis oui, en effet, on a vu une fille qui avance sans arrêt, puis qui lance très large, qui lance un peu n'importe comment. Ça, oui, on l'a vu. Élégant. Exactement. On savait que ça serait un combat physique à 100%. Mon entraîneur n'était pas très chaud à l'idée de choisir cet adversaire-là. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que, tu sais, en fait, il avait envie que ça soit un beau combat techniquement. Mais tu sais, des fois, c'est difficile d'aller chercher un adversaire. On n'a pas toujours le choix. On ne peut pas toujours choisir non plus. Puis surtout quand un premier combat, si je commence à dire oui à elle, non à elle, oui à elle, non à elle, ben tu sais, je ne sais pas à quel point ça peut mettre dans les bonnes grâces. Fait on s'est dit, écoute, on peut la battre techniquement, tu sais, ça n'a rien à voir avec ma technique, la sienne. Puis on s'est dit, oui, tu sais, malgré le fait qu'elle avance tout le temps, oui, ça va être une guerre, oui, ça va être physique, mais si on la boxe puis on reste à distance, ça devrait bien aller, tu sais. Fait que dans cette optique-là, on s'est dit que c'était un bon choix. Ensuite, par après, je discutais avec Léla Bourboudouin, puis elle, en 2 secondes, elle a trouvé son Facebook avec son autre nom, parce qu'elle a 2 noms. Dans le fond. Léla, c'est une magicienne. Elle peut trouver plein d'affaires. C'est ça. Fait que moi, je ne savais pas, mais elle a 2 noms, en fait, cette personne-là. Elle est appelée Isamar Tekawanera. Oui, Isamar, c'est son deuxième nom, son deuxième prénom. Oui, exactement. Exact. Fait qu'elle a 2 noms. Fait que sur son autre profil, dans le fond, on a compris que, bon, mais c'est une fille qui est championne du monde de kickboxing. Elle a 5-6 ceintures. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience en combat professionnel. Puis on s'entend que le kickboxing, c'est des coups de pied dans la face. C'est ça, le kickboxing. C'est une fille qui est tough. Tu sais déjà en partant qu'elle a un menton. Elle a un nez, elle a un menton parce que c'est tough. Mais aussi, les kickboxeurs boxent bien souvent. Il y en a plusieurs qui ont... C'est pas la même technique que la boxe anglaise, mais ça reste qu'il y en a plusieurs qui boxent. Donc, l'expérience qu'on voyait sur BoxRec, là, de 1-0-1, hein, une victoire, aucune défaite, une nulle, c'était pas représentatif de sa véritable expérience dans des combats, dans des combats professionnels. Là. C'est ça, exactement. Fait que, puis d'autant plus que j'ai regardé hier son combat de cette semaine parce qu'elle se battait encore une fois, elle défendait sa ceinture de championnat du monde cette semaine, puis elle a knocké son adversaire avec un jab au menton. Là. Puis son adversaire est tombé comme une mouche. Fait que j'ai compris aussi que dans ses combats kickboxing pro, c'est pas une personne qui utilisait beaucoup ses jambes, elle utilisait beaucoup sa boxe pour vaincre ses adversaires. Oui. Puis elle était invaincue aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des informations qu'on a sues après. Donc, on s'est dit, écoute, avec un bon plan de match, on devrait y arriver. Fait qu'on, tu sais, à ce moment-là, c'était les informations qu'on avait eues, mais on s'attendait vraiment à un combat difficile. Ça, c'est sûr qu'on savait que ça allait être un combat difficile. Honnêtement, en aucun cas, on a envisagé que la défaite, on aurait envisagé que ça se passe comme ça.
mais on Tu savait cherchais pas à avoir un jambon en avant de toi non plus. C'est pas ça que tu voulais pour tes débuts pro. C'est Non. juste que c'était peut-être pas le style qui matchait parfaitement avec le tien pour commencer, puis aussi il y avait un clash d'expérience. Les nerfs, là, faut pas négliger les nerfs, hein. Les nerfs de quelqu'un, là, même si on est focus, là, c'est Puis, ça. aussi, tu sais, le choix de la catégorie de poids a été une erreur de ma part. Pourquoi? Parce que ça faisait 2 ans que, tu sais, oui, je m'entraînais énormément pendant le COVID, etc. Mais reste que ça faisait même plus que 2 ans que j'avais pas fait de poids, que j'avais pas fait de perte de poids, que ce soit un régime, que ce soit une déshydratation. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. Fait que nous, on s'était dit, écoute, en ce moment, Sarah, tu tiens à peu près à 128 livres, tu sais, tout le temps. Mais là, c'était mon poids COVID, c'était pas mon vrai poids, tu sais. Fait qu'on s'était dit, tu tiens à 128, on veut pas te mettre le stress du poids pour ton premier combat. Fait qu'on peut le prendre à 118 ou 115, puis quitte à baisser par la suite, là. À 112, mettons. Ouais. Sauf que ça aussi, c'était une erreur de ma part. Parce que, pourquoi? Ben, de ma part, puis c'est sûr que, tu sais, mon équipe aussi, on pensait tous que c'était le bon choix. Mais c'est sûr que j'aurais dû y penser. Tu sais, même amateur, j'ai jamais boxé à 119. J'ai boxé une fois à 119, puis je suis retournée à 112 après parce que je m'étais rendu compte que les filles à 119 étaient trop massives physiquement pour moi. Puis c'était pas une bonne catégorie pour moi. Versus à 112, j'étais grande et forte. Versus à 119, j'étais toute petite, tu sais. Pour ceux qui ne savent pas, là, pour ceux qui connaissent moins la boxe et qui écoutent présentement, là, il faut comprendre que la catégorie de poids, c'est vraiment important. Parce que si toi, mettons, tu es à 118 livres réhydraté, ou tu es à peut-être 122 réhydraté, peu importe, parce que parce que c'est pas ta bonne, parce que tu es plus petite d'habitude, puis en fait, tu as décidé de te boxer pratiquement à ton poids naturel pour pas trop stresser sur la baisse de poids, mais que ton adversaire fait un sacrifice de baisser de 12-15 livres, puis elle réhydrate en 24 heures 12-15 livres. Dans le ring, il y a une différence le lendemain. Oui. Tu peux avoir une méchante différence. J'ai interviewé hier Alma Ibarra, puis elle me dit qu'elle baisse de 15 livres. Elle réhydrate de 15 livres en 24 heures. C'est fou. Elle fait, son poids naturel, c'est à peu près 160. Elle se bat, puis elle a choisi de se battre chez les 147. Ouais. Donc, elle fait l'effort. C'est important ce que tu dis. J'en ai parlé dans le podcast, le dernier épisode. Je me demandais si tu allais peut-être reboxer à 118. Moi, je préférerais te voir boxer à 115 ou 112. Idéalement à 112, mais si ce n'est pas possible à 115. Dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que c'est un peu ça le plan de match pour les prochains. Oui, vraiment. Je veux boxer à... Dans l'idéal, ça serait 112 livres. 112, oui, c'est ça. Ton poids de préférence, dans le fond. Oui, exactement. Ta catégorie de préférence, celle que tu es habitué. Les gens vont voir une grosse différence dans ta boxe. Qu'est-ce que ça va t'amener de plus de boxer à 112? Ça va être quoi les changements principaux? Qu'est-ce que ça te donne de plus de boxer à 112 pour quelqu'un qui connaît moins ça? Oui, je pense que là, on a malheureusement pas pu le voir dans le combat beaucoup, mais je pense que je suis forte physiquement, puis d'autant plus pour cette catégorie de poids-là. À 112 livres, j'étais beaucoup plus forte sur mes jambes aussi, beaucoup plus dure à déplacer. Je pouvais utiliser davantage aussi ma force physique pour déranger l'adversaire. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Ouais. C'est ça, puis souvent, plus on est petit, plus on est rapide. Hein? On va chercher on va chercher en rapidité. Des fois, on perd en force de frappe un peu, mais on compense en rapidité, dans fluidité de mouvement. Alors, c'est ça. Puis tu vas être beaucoup plus massive dans le ring face à ton adversaire que ce qu'on a vu présentement, où il y avait un petit désavantage, surtout que tu avais été malade. Faut pas oublier ça. Tu n'étais même pas au poids que tu aurais probablement dû être. C'est pas pour trouver des excuses, c'est la vérité. Tu es très clair dans ton post-mortem. Tu dis, on a fait telle erreur, on n'avait pas telle information, on s'est préparé pour telle chose, puis c'est ça. Mais il faut quand même considérer cet aspect de maladie-là. Ça, se battre à 70%, c'est pas se battre à 100%. Ne pas avoir mangé, c'est difficile. Moi, je suis pas boxeuse, puis quand j'ai pas mangé depuis quelques jours, je deviens irritable. J'ai mal à la tête. Si j'ai été malade puis je mange à peine, je ne suis pas moi-même. Là. Alors, j'imagine quand tu t'en vas faire un effort physique intense, puis pas juste physique,
mental aussi, Ouais. parce que la boxe, c'est énormément un jeu mental. Ce n'est pas que du physique. Et c'est un jeu d'échecs, d'une certaine manière. Hein, toucher sans se faire toucher, la stratégie, focaliser sur ce qu'on voit, c'est de l'analyse. Il y a énormément d'analyse en temps réel. Ça ne devait pas être fantastique pour toi quand même si je suis sûre que tu es contente quand même d'avoir fait ton début pro. C'est fait. Est-ce que tu as d'autres plans? À la court terme, c'est quoi? Là, tu recommences à t'entraîner, tu disais lundi. Est-ce que tu veux retourner rapidement dans le ring ou tu veux prendre ton temps puis travailler certaines petites choses? Tu sais, au début, je me disais, j'aimerais ça prendre mon temps pour travailler certaines petites choses, mais en même temps, tu sais, après avoir parlé avec mon équipe, puis les gens autour de moi, même, tu sais, Patrice, c'est mon copain, mais c'est aussi mon mentor en boxe, tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Puis, là, tu dis Patrice, mais les gens ne savent pas c'est qui peut-être. Ah oui, Patrice Volny, qui est aussi un boxeur professionnel, qui a beaucoup d'expérience. C'est sûr que c'est un bon mentor parce qu'il a de l'expérience. Exactement. Puis, en fait, après avoir consulté mon équipe, tu sais, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que les gens, puis moi-même, j'ai pas pu mettre en action, en fait, tout ce dont à quoi j'ai travaillé depuis les dernières années. Tu sais, comme je parlais normalement en entrevue de mon jab, que j'avais un bon jab, que j'étais capable de bien imposer mon jab, que j'avais travaillé beaucoup ma défensive, que j'avais amélioré énormément ma technique, que j'étais agressive, que j'étais forte physiquement, etc. Mais c'est toutes des choses qu'on n'a pas vues du tout dans mon combat. Puis non, c'était difficile. La Mexicaine était par-dessus toi. Elle sautait carrément par-dessus toi. C'est comme si elle faisait une compétition de crawl. C'était vraiment... c'est ça. Tu as passé ton temps à essayer de la repousser, mais elle était tout le temps collée comme une mouche sur un peu de miel. Exactement. Fait qu'il y a beaucoup de choses d'aptitudes en fait que j'ai pas pu démontrer. Puis aussi, c'est sûr qu'il y a des situations dans lesquelles j'ai dû m'adapter, puis que je l'ai appris. Tu sais, il y a des apprentissages que je devrais faire, que j'aurais pu faire avec un autre adversaire dès le début dans le combat, qui aurait pu mener à une meilleure exécution, en fait, en général, mais que j'ai fait très tardivement dans le combat. Je te donne un exemple vraiment niaiseux, mais faire un clinch avec un casque versus sans casque, c'est niaiseux, mais c'est un peu différent parce que... C'est beaucoup différent. Exactement. Fait que c'est quand même différent. Fait que quand je le pratiquais en sparring, mes clinches, ben, c'était pas la même chose nécessairement que dans le combat. Dans le combat, au premier round, il y a plein, en regardant le combat, il y a plein de situations dans lesquelles je pouvais faire un clinch, puis j'en faisais pas. Puis au deuxième round, mon coach me dit « Sarah, clinch ». Puis là, j'ai compris comment clincher dans le deuxième round. Mais tu sais, c'est une question que j'avais, ça, pour toi aussi. Ouais. Tu parles de clinch, de casque et tout ça. Dans le fond, là, ton début pro, mais tu as toujours travaillé avec un casque avant, ou pratiquement. Ouais. Faites-vous des pratiques sans casque ou jamais? Jamais. Je te dirais, des fois, on va faire des drills ou des petits shadows, là, touch sans casque. Mais outre ça, pas vraiment, non. C'est très Donc, c'était vraiment en même temps ta première expérience à frapper et à être frappé sans casque. Exactement. Moi, je trouve ça... Écoute, j'avais envie, j'ai jamais posé la question à personne, c'est drôle, hein? Puis j'ai toujours vu les sparring avec des casques, mais je me demandais si, quand on se prépare un début pro, on le pratiquait des fois sans casque et tout ça, mais non, j'imagine que c'est dangereux aussi. Exactement. C'est pour éviter des blessures et tout avant le combat. J'avais cette curiosité, merci. Mais clair, mais je suis complètement abasourdie de ça. Dans le fond, le début pro, c'est carrément la découverte aussi de ce qu'est être un pro. Parce Exactement. que toi, tu l'imagines avant de le faire. Tu te prépares pour, mais tu ne le sais pas tant que tu ne reçois pas un bon coup, ça margoulette ou que tu n'en donnes pas un, dans le fond. C'est exactement ça. Puis, tu sais, il y a plein de choses, mettons, comme exemple, en boxe amateur, quand une personne avance avec la tête baissée comme ça, ils peuvent se faire avertir très facilement par l'arbitre. Tu sais, on n'est pas supposé avancer avec la tête. Mais en boxe professionnelle, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment d'avertissement parce que la personne avance avec la tête baissée. Fait que c'est drôle à dire, mais c'est comme un autre style de défensive qu'on ne connaît pas, tu sais. C'est la défensive bulldozer, beaucoup Exactement. d'accrochage aussi. Remarque qu'en boxe amateur, il y a beaucoup d'accrochage aussi. Oui. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Là, donc, idéalement, on retourne le plus rapidement possible si on a une opportunité. Exactement. Mais contre une adversaire qui va nous faire grandir et nous faire progresser.
Exactement. Comme l'adversaire qui va nous rentrer dedans n'importe comment, puis qu'on va être menotté, là. Exactement. Une adversaire qui va me permettre de, oui, essayer des choses. Oui, parfois, exemple, ça arrive, on fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Oui, faire une petite erreur, mais oh, OK, tout de suite, pouvoir faire, OK, j'ai fait une erreur, je me réajuste, j'essaie comme ça, etc. Là, j'avais pas la possibilité de réfléchir, j'avais pas la possibilité de nécessairement d'essayer beaucoup de choses là, dans un combat comme ça. Là, c'était un combat de survie, c'était pas un combat c'était pas un combat dans lequel je pouvais grandir énormément, là, disons. Là. J'écoutais RDS, puis malheureusement, c'est rien contre RDS. Je comprends pourquoi il y a des commerciaux, des pauses commerciales, mais j'entendais pas ce qui se passait dans les coins. J'aimerais savoir, parce que toi, dans ton coin, tu avais ton coach, Lou, qui était là. Tu avais Martin Germain qui était dans ton coin. Ton coachman, Samuel Descaries de Relais, qui a quand même aussi de l'expérience. Qu'est-ce qu'il se disait? Quand tu revenais au coin dans chaque round, qu'est-ce qu'on te disait? Et est-ce que tu les écoutais ou tu étais complètement ailleurs dans ta tête? Je les écoutais. On me disait vraiment de rester à distance encore, de jabber, d'utiliser beaucoup mon jab, puis de rester à distance, d'essayer de lancer ma main droite, etc. C'est de souvenir, c'est vraiment ça qu'on me disait. Au deuxième round, on m'a demandé de clincher aussi, etc. Je me rappelle aussi que le quatrième round, c'est là qu'ils m'ont dit, vas-y, là, tu sais, comme, Sarah, tu perds le combat, fait que go, là, vas-y. Est-ce que tu le savais avant que tu perdais le combat ou tu étais consciente que tu avais perdu les rounds avant? Oui, 100%. D'autant plus, tu sais, j'essayais, en fait, j'écoutais mon coin, tu sais, j'écoutais mon coin, c'est parce qu'eux, ils savent que normalement, je suis une personne qui est très bagarreuse, qui va de l'avant, je suis une personne qui est toujours en face de l'autre personne. J'aime la boxe de proximité, toi, t'aimes la boxe proche, tu boxes de l'intérieur, tu boxes proche. C'est ça, fait que, tu sais, normalement, je suis toujours l'agresseur. Puis moi, mes coachs, mon coin, en fait, qu'est-ce qu'ils me disaient, c'est Sarah, avec une fille comme ça, tu peux pas être l'agresseur. Puis ils me disaient, est-ce que si tu commences à échanger avec une Mexicaine, t'es faite. C'est ça, t'es faite. Fait qu'ils me disaient, ce que tu peux faire, c'est contrôler le dommage, puis en contrôlant le dommage, c'est en restant en distance, en la boxant, en utilisant ton jab, etc. Fait que ça, c'était notre plan de match. Fait que oui, je l'écoutais. Il était difficile à exécuter parce que le style de la Mexicaine, c'était pas juste qu'elle boxait de proche et qu'elle lançait des coups, mais c'était difficile à garder à distance parce qu'elle était imposante dans le ring. C'est là qu'on parlait de la catégorie de poids aussi. Exactement. C'était difficile de la garder à distance parce qu'elle était grosse, elle était grande. Puis aussi, elle avait une boxe tellement non conventionnelle. J'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient carrément que c'était de l'anti-boxe. C'était zéro élégant. En tout cas, il n'y avait rien d'élégant là-dedans. Exactement. On me dit même que c'était de l'anti-boxe. Elle avait une boxe qui était tellement non conventionnelle. Puis ça aussi, c'était difficile parce que normalement, j'ai un bon jab, mon jab rentre bien. Puis quand que je jabais, la manière qu'elle positionnait sa tête vers la droite, c'est quelque chose que j'avais jamais vu ni vécu dans un ring, en fait, là, contre un adversaire. J'avais jamais boxé contre une personne qui avait une garde comme ça, qui se positionnait comme ça quand elle lançait des coups. Fait que, tu sais, même mon jab, qui est ma meilleure arme normalement, avait de la difficulté à passer puis à rentrer avec son positionnement de sa tête. Je trouvais ça vraiment difficile. Fait que, oui, tu sais, j'écoutais vraiment les conseils de coin. Par contre, tu sais, j'étais vraiment face à un adversaire avec un style que je savais même pas qu'il existait, en fait. Tu sais, je veux dire, c'est un ça style... Ça ne décrit pas. Exactement, c'est ça. Tu sais, c'est pas de la boxe. Fait que c'était vraiment difficile. Puis j'essayais de m'ajuster, de comprendre, mais c'est ça. Mais tu as appris quand même, tu sais, ça te fait grandir. Là, tu as vu ce type de garde-là qui est non conventionnel, mais qui pourrait arriver encore. Tu vas peut-être essayer de trouver des solutions avant de repogner quelqu'un comme ça. Là. Tu vas peut-être essayer de trouver déjà des solutions. Tu l'as vu, tu l'as expérimenté, tu as vu qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Donc là, c'est le temps de trouver des solutions. Exactement. Puis moi, qu'est-ce qui m'a fâchée, c'est qu'au quatrième round, quand mon coach me dit « vas-y », tu sais, puis que là, j'ai commencé, moi, à plus avancer aussi vers elle. Mais là, j'ai commencé à faire des crochets au corps. Puis là, j'étais comme, j'ai fait mal, ça rentre. Puis j'étais comme, pourquoi je comprends ça au quatrième round, tu sais? Fait que c'est ça. Le séminaire, l'expérience, être déconcerté. Mais moi, je trouve que Sarah, la glace est cassée, la glace est brisée.
On repasse à autre chose. Ouais. On garde des apprentissages. Perdre, c'est apprendre. Tant que tu as la tête, tu gardes le positif de ça. Puis comme je te dis au début, t'es mieux de perdre tout de suite. Oui, exactement. Il faut apprendre à perdre tout de suite pour apprendre à gagner après. Il y en a, comme je disais, qui ont des fiches protégées. Je pense tout le temps à April Hunter, Summer Lynn, ce genre de boxeuses-là qui se battent souvent là, chez les 147 livres, chez les 154 livres. Il y en a là-dedans là, qui ont juste battu des filles au Mexique, qui ont été ramassées, qui sont des mamans, des mères de famille, puis qui ont été ramassées quasiment dans une boîte de Cracker Jack, comme je dis tout le temps. On ne sait pas d'où ils sortent, mais ils n'ont pas d'expérience, sont knockables. Puis là, il arrive, April Hunter, c'est un bon exemple. Dès qu'elle a eu sa première bonne adversaire, qui était Christy Bavington, une Britannique qui avait quand même de l'expérience, bien, elle a perdu, puis elle s'est fait dominer. Alors, toi aussi, puis elle a quand même plusieurs combats in the pocket, comme on dit, là, dans le backpack. Toi, c'est aussi bien que ça arrive tout de suite, parce que là, tu vas partir, là, tu as vu c'était quoi la défaite, tu as vu qu'est-ce qui peut surgir en avant de toi. Le reste, c'est du travail. Ça va être de la pratique, exactement. la répétition, du travail, puis aussi un choix d'adversaire tout en progression pour toi et surtout une bonne catégorie de poids. Ton poste mortel est parfait. Oui. Ton poste mortel est parfait. Écoute, je suis très contente de t'avoir invité pour le faire. On va parler d'autre chose à cette heure parce que là, on a fait pas mal le tour de ton combat. Puis on va voir la suite. Hein, on va attendre de voir. As-tu un plan de combat déjà ou pas du tout pour l'instant? On est en discussion pour une date, mais il n'y a rien de confirmé encore. Mais il y a de quoi qui se travaille. Peut-être. Peut-être, OK. Je veux savoir, tu es allée avec ta compagnie, ton conjoint Patrice Volny à Las Vegas l'année dernière, vers la fin de l'année dernière. Lui, il y avait un combat éliminatoire pour pouvoir... puis toi, tu l'as accompagné, bien entendu, mais tu en as profité pour aller voir ton idole ou une de tes idoles, qui est Jamie Mitchell, qui est la championne WBA des coqs, des 118 livres, qui vit maintenant à Las Vegas. J'aimerais savoir comment ça s'est passé, cette rencontre-là, puis qu'est-ce que tu aimes de Jamie Mitchell? Parce que tu dis, j'aime beaucoup, je l'admire beaucoup. Qu'est-ce qu'il vient de chercher chez cette boxeuse-là? Parce qu'elle est moins connue. Hein? On parle beaucoup des autres pointures chez les coqs, mais on parle moins de Jamie Mitchell. Toi, qu'est-ce que tu aimes d'elle? Raconte-moi un peu cette rencontre-là. Oui, ben moi, tout d'abord, j'ai découvert cette athlète-là quand elle s'est battue sur la carte 100% féminine avec Shields en finale l'année dernière. Puis c'était avant, notamment, qu'elle gagne sa ceinture de championnet du monde. Oui. Quand je l'ai vue boxer, j'ai vraiment aimé son style parce que je trouve que c'est une boxeuse qui est vraiment calme, qui est vraiment patiente, mais qui est très, très, très agressive. Elle sait prendre les opportunités, mais elle est très patiente. Fait que c'est une athlète que j'admire beaucoup, beaucoup son boxing IQ aussi. Puis vraiment, son côté stratégique, sa faculté à établir des stratégies dans le ring. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée dans sa boxe. Après ça, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à sa carrière. J'avais écouté je pense un reportage sur elle là, quand elle est devenue championne du monde. Elle a vécu plein de choses, elle, hein, dans le passé. Elle a eu une vie difficile. Elle a beaucoup, beaucoup de résilience. Exactement. Puis elle a commencé à boxer tardivement, après 30 ans, je pense, et tournée professionnelle plus tard aussi. Fait que c'est quelqu'un, justement, qui a fait preuve de beaucoup de résilience aussi dans sa carrière. Puis dans sa vie aussi, là, pas juste dans sa carrière. Donc, j'admirais la personne et la boxeuse. J'ai appris quand Patrice était à Vegas qu'il s'entraînait au même gym qu'elle. Donc, je l'ai rencontré dans le fond la soirée de son combat. Puis, vraiment une personne super, super gentille, c'est ça, très gentille. Quand j'ai commencé à parler avec elle, tu sais, elle savait pas trop elle savait que je boxais, mais elle savait pas à quel point, elle savait pas que, tu sais, j'avais comme 50 combats amateurs, tout ça. Puis tout de suite, elle m'a offert de l'aide. Elle m'a dit, quand tu es ici, tu peux venir au gym, je vais travailler avec toi. Puis tu sais, de la manière, je le dirais pas en anglais, mais elle était comme, tu sais, doucement, elle me disait, tu sais, je vais pas casser ta gueule, inquiète-toi pas, vu que tu sais, tu commences, je vais travailler avec toi. Mais elle savait pas que je boxais. Fait que c'était super drôle parce que quand j'ai dit que j'avais comme 50 combats, elle me dit OK, ben de base, je vais juste casser ta gueule, j'en ai rien à foutre. C'est la même expérience que moi, je vais casser ta gueule. Fait que là,
Ça me dit ça comme le plus sérieusement du monde. Puis après ça, Tu elle dis, recommence mon à Dieu, elle est sourire. bête. Oui, c'est ça. Puis après, elle recommence à sourire. Puis comme, hey, on prend une photo, tu sais. Fait qu'elle est super cool. J'ai vraiment aimé la personne. C'est une personne qui est vraiment authentique. Puis, Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire à un moment donné, aller faire un camp à Vegas avec elle? oui, absolument. Ben là, c'est sûr que la prochaine fois, je pense que Patrice va aller faire son prochain camp à Vegas. J'aimerais ça en profiter là, pour le suivre une semaine ou deux, pour pouvoir aller mettre les gants avec elle, là, puis aller prendre l'expérience. Je pense que j'aurais peut-être l'opportunité de le faire, puis je pense que ça serait une très belle opportunité pour moi de prendre l'expérience. Puis aussi, Oui. c'est une fille qui est vraiment tough, justement, puis c'est une Ah fille oui. que si je suis dans le ring avec elle, elle va pas être gentille, elle va pas avoir pitié, elle va pas, tu sais, si j'y fais mal, elle va vouloir me faire mal, puis, tu sais, ça va être des grosses sparring, je pense, fait que c'est sûr que j'aimerais ça, vraiment. Elle avait donné une leçon de boxe à Shannon Courtenay en Angleterre. Quand elle a ramené le titre, personne ne s'imaginait, personne ne la connaissait là-bas, puis je me rappelle, c'était la folie quand elle avait gagné, puis Shannon Courtenay était tellement insultée, elle savait pas comment réagir, elle était dans le déni total, elle pensait qu'elle s'était fait voler, mais pas du tout, là. C'est vraiment une boxeuse très intéressante, puis c'est sûr que si tu as l'occasion de mettre les gants avec une fille comme ça, pour toi, ça ne peut qu'être bénéfique parce qu'elle est d'une classe seulement, elle est 118 livres. Toi, tu es à peu près 115, 112. Donc, c'est tout à fait logique de faire du sparring avec des filles de ce poids-là. Hein. On n'est pas toujours obligé d'être sacoche avec quelqu'un de notre poids, un petit peu en dessous, un peu au-dessus, c'est correct. Ça serait vraiment intéressant pour toi. C'est sûr que tu ferais beaucoup d'apprentissage. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Mais, tu sais, j'avais vu passer la photo, puis on m'avait dit que c'était ton idole. Puis j'étais là, mon Dieu, ça, c'est le fun. Avoir la chance de rencontrer une idole ou quelqu'un qu'on admire, même si ça fait pas longtemps parce que tu l'as découvert un petit peu sur le tard, mais ça reste vraiment intéressant, surtout dans un monde comme la boxe où on est tous à peu près à 2 degrés de séparation. On n'est pas si loin de nos idoles ou de nos ennemis. Je dis tout le temps ça comme ça. Là. Bref, on va te le souhaiter. Aussi, dans le fond, c'est ça, Patrice, lui, fait beaucoup de camps à Las Vegas, fait que probablement que les opportunités vont être là aussi pour toi de l'accompagner. Là. C'est exactement. Il y a plein d'autres bonnes choses qui peuvent t'arriver à Las Vegas. Hein? On dit que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais il y a plein de choses de boxe, en tout cas à Vegas. Puis, c'est vrai. Si jamais c'est intéressant, ben ceux-là, laisse-les pas à Vegas, ramène-les. La boxe, toi, tu as commencé aussi, tu n'as pas commencé à 12 ans parce que je pense que tes parents ne voulaient pas ou ta famille ne voulait pas que tu fasses de la boxe. Exactement. Donc, j'ai commencé à avoir un intérêt assez jeune pour la boxe, vraiment à mon adolescence. Puis, ma famille ne voulait pas du tout parce que j'ai un oncle, en fait, qui était boxeur dans le temps, mais amateur, là. Puis, il avait traumatisé ma famille, là. Donc, personne n'aimait aller voir ses combats. Il avait traumatisé ma famille. C'était cassé le nez. Oh, oui, finalement, l'histoire, c'est fini que sa femme lui avait dit c'est la boxe ou c'est moi, puis il a choisi ta femme. Tu sais, c'était comme une vieille histoire de famille, mais qui faisait en sorte que personne ne voulait que personne. La boxe, c'était l'ennemi. Exactement, c'est ça. Fait que moi, personne ne voulait m'inscrire, tu sais, quand j'étais plus jeune. Puis pourtant, c'était vraiment le seul sport qui m'intéressait vraiment. Puis j'ai commencé à l'âge de 20 ou 21 ans là, à boxer. Au début, c'était juste pour le plaisir. Puis finalement, rapidement, j'ai demandé de prendre part à l'équipe de compétition puis combattre. Là. Puis tu as commencé à avoir des résultats, puis dans le fond, ça t'a progressé dans ta carrière jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. T'es-tu avec les mêmes coachs, le même coach depuis longtemps ou c'est pas si c'est assez récent? Non, en fait, quand je me suis établie à Montréal, ça fait, dans le fond, dès le début du COVID, la première raison que je me suis établie, au départ, oui, mon conjoint est à Montréal, mais il y a aussi, je voulais déménager à Montréal depuis des années pour la boxe, dans le fond, pour me bâtir une équipe solide. Exactement. Donc, j'ai sélectionné le underdog, le gym Underdog, puis j'ai commencé à travailler avec Lou. Donc, ça fait maintenant 1 an et demi à peu près que je suis avec Lou. Puis récemment, on a ajouté Martin Germain. J'ai vraiment eu un coup de cœur là, pour cet entraîneur-là aussi. Donc, c'est mon deuxième entraîneur. Puis, c'est quelqu'un, je pense, qui va beaucoup m'apporter aussi là, au niveau de ma boxe, puis avec Lou, bien sûr. Là.
Puis c'était Samuel Descaries, ton coteman, écoute. Exactement. Tu ne pas avoir mieux, là. C'était un bon point. Très bon point. C'était un point d'expérience, là. C'était Exactement. parfait. Dis-moi, Sarah, t'es végane. Il y a de plus en plus d'athlètes qui sont véganes. De plus en plus, on en voit pas juste en boxe, dans plein de sports. Je le sais que le régime vegan ou la diète végane, ça peut, même en dehors de l'idéologie, OK? Si on passe l'idéologie, puis on parle vraiment de bénéfices pour le corps ou d'un aspect sportif peut-être plus. Je le sais qu'il y a des défis et il y a des avantages. Toi, tu trouves ton compte où dans le régime vegan, si on enlève le côté idéologique, que c'est sûr que tu as aussi, ça, j'en doute pas du tout. Mais en tant qu'athlète de haut niveau, qu'est-ce que ça t'apporte? Puis c'est quoi tes défis? Qu'est-ce qu'il faut que tu ajustes parce que tu es végane? C'est ça que ça m'intéresse de le savoir. Oui, au départ, avant de devenir végane, j'étais végétarienne. Puis quand je suis devenue végane, c'était peut-être 1 ou 2 ans après avoir commencé à boxer, dans le fond. Puis quand j'ai commencé, j'ai vu une nette amélioration au niveau de ma condition physique. Ça, c'est ce que j'ai remarqué pour moi. Donc, j'ai remarqué que je récupérais plus facilement de mes entraînements. Ça, c'était la première chose. Puis aussi, j'étais moins fatiguée en général, donc j'avais plus d'énergie. Fait que ça, c'est les deux choses que j'ai constatées. Au niveau des défis, je te dirais, c'est surtout m'alimenter quand je suis à l'extérieur de chez moi. Quand, exemple, quand je suis boxeur amateur, quand je devais partir en compétition à l'extérieur de chez moi, puis que je devais planifier mes repas, ou quand, exemple, c'est ça, quand on est à l'extérieur et qu'on doit planifier, je pense que c'est les plus gros défis, c'est ça qui est difficile parce Il n'y a pas tant d'options véganes partout. Exactement. Exactement, c'est ça. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est parfois difficile. Est-ce que c'est facile d'avoir le bon apport calorique, énergétique, les bons nutriments? Parce que souvent, il y en a qui ne jurent que par la viande, il y en a même qui sont keto, hein, ils ne jurent que par le gras. Le gras de viande, puis le bacon, puis toutes ces affaires-là. À l'inverse, je sais que Clarissa Shields, elle a essayé à peu près toutes les diètes. Elle, on dirait qu'en fonction de ses combats, elle change sa diète. Je pense qu'elle est pescatarienne présentement, mais je sais qu'elle a été keto, elle a été végane, puis elle disait que son régime végane était de beaucoup supérieur à son régime keto. J'ai lu ça cette semaine, en fait. Elle disait que pour elle, il y avait vraiment des bénéfices, mais que son défi, c'était d'aller chercher le bon apport énergétique pour son haut niveau d'entraînement. Est-ce que c'est vraiment un défi ou il faut juste s'habituer? C'est vrai. C'est vrai, en fait. Oui, ça peut être un défi parce qu'il y a beaucoup... en fait, il y a beaucoup de carbs dans l'alimentation végane. Oui, c'est vrai. Donc, c'est sûr que pour aller chercher un apport énergétique vraiment élevé, il faut manger beaucoup de carbs. Mais parfois, c'est sûr que quand on a une diète à faire, on doit quand même contrôler aussi cet apport-là, carbs, calories aussi. Je te dirais que il y a beaucoup d'ajustements à faire au début. Moi, quand j'ai commencé, j'ai vu beaucoup de nutritionnistes sportifs, donc 2-3 en fait. Là, les 2-3 étaient très, très bons, mais les 2-3 étaient peut-être moins confortables avec l'alimentation végane. Donc, on a eu beaucoup d'ajustements, j'ai eu beaucoup d'essais-erreurs, etc. à faire pour aller justement chercher cet apport énergétique-là. Par contre, maintenant, je me connais bien, puis ça se passe super bien. Là. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je vois mon médecin sportif, à chaque année, depuis X années, il oublie toujours que je suis végane. Puis à chaque fois, il me dit, bon, il dit, t'es végane, fait qu'on va te faire un test sanguin, tu vas sûrement avoir plein de carences. Puis lui, il n'est pas du tout pour le véganisme. Puis à chaque fois qu'on sort mon bilan sanguin, tu sais, mes résultats sont comme super beaux, j'ai aucune carence, ça va vraiment bien. Puis parce que tu es habitué, puis c'est ça, tu sais ce qui est bon pour toi présentement. Exactement. Effectivement, ça peut être un défi à l'extérieur, parfois dans les voyages, etc. C'est le défi. Oui, mais vu que j'imagine aussi qu'on développe, quand on est végane, on développe aussi une petite passion pour la cuisine en parallèle. On se débrouille du moins en cuisine. Puis, si tu as un marché, tu es capable de t'organiser avec ce qu'il y a dans les produits. C'est ça. En fait, ce qui est difficile, en fait, les véganes malheureux sont ceux qui mangent beaucoup transformé. Donc, après, du Beyond Meat, transformé, il y a beaucoup d'extraits de lait, de ci, de ça, des œufs, etc. Versus quand on cuisine, justement, ben, on peut avoir le contrôle total sur ce qu'on met dans nos assiettes. Fait
Je pense que ceux qui ont de la difficulté avec le véganisme, c'est ceux qui vont avoir de la difficulté à trouver leurs aliments transformés habituels, mais version végane, tu sais. Mais pour moi, c'est pas un enjeu du tout, là. Le truc, c'est les produits frais cuisinés à la maison. Exactement. Puis spotter les restaurants qui utilisent les produits frais aussi. C'est ça. Puis sinon, ben, c'est sûr que, tu sais, quand je suis en période de prise de masse musculaire, je vais augmenter, exemple, mes apports en protéines. Puis comme je veux pas augmenter mes apports nécessairement en carbs, ben, je vais prendre plus de shakes de protéines, des choses comme ça, des suppléments qui vont m'aider à ajouter les protéines sans ajouter les calories qui viennent avec. C'est facile, il y en a des protéines véganes. On peut en trouver des protéines véganes qui n'ont pas de poudre de lait puis de produits laitiers dedans, là, de traces de produits laitiers. Non, c'est intéressant. Je suis pas végane du tout. Je suis, mais ça reste que je m'intéresse beaucoup surtout d'un point de vue athlète, d'un point de vue performance physique, ça m'intéresse beaucoup de voir comment les gens s'adaptent, comment le corps peut s'adapter aussi à ce type de régime-là, puis comment on peut réussir. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup des gens qui sont véganes. Il y a des joueurs de hockey de la Ligue nationale qui sont véganes. Et ça dépense, hein, un joueur de hockey. Là. En fait, la prémisse de beaucoup d'athlètes sportifs, c'est quand même simple. C'est qu'ils disent que en général, la viande va prendre beaucoup de temps à digérer. Donc, va prendre beaucoup d'heures pour se digérer. Puis, la digestion va solliciter, en fait, beaucoup notre corps. Donc, ça va créer une perte d'énergie parce que notre corps a besoin de beaucoup d'énergie pour digérer les aliments. Puis, ben, l'alimentation végétale va se digérer plus facilement, finalement. Donc, ils disent que comme ça se digère plus facilement, ben, notre corps... Le niveau d'énergie reste élevé, reste plus élevé. Exactement. Fait que c'est beaucoup la prémisse de beaucoup d'athlètes véganes qui vont mentionner que comme leur corps est moins occupé à digérer, ben finalement, ils ont plus d'énergie. C'est souvent le commentaire qu'on entend quand il y a des boxeurs, exemple, qui deviennent véganes, etc. Il y en a qui le font seulement pour leur camp d'entraînement aussi. Eux, c'est ce qu'ils vont mentionner. Mais je constate que je mange énormément, mais que mon énergie augmente, là, dans le fond. Fait que c'est souvent le commentaire qu'on a. Hey, c'était le fun! C'était le fun de jaser avec toi. Je pense qu'on a fait le tour des sujets que moi, je voulais apporter, mais je vais te souhaiter vraiment d'avoir une continuité exactement comme tu désires l'avoir. Tu désires l'avoir. On oublie l'affaire de devenir champion du monde, puis d'avoir des ceintures, puis tout ça. Juste la carrière que tu as envie d'avoir en boxe. Juste la suite comme toi tu le veux. C'est ça que je vais te souhaiter. Plus un combat bientôt parce que c'est ça que tu as envie. Hein, on va avec une adversaire cette fois-là, qui va correspondre à tes besoins. Hein? C'est ce qu'on va souhaiter. Puis, vraiment, sincèrement, tu es une chouette personne. Tu as vraiment une belle personnalité. J'espère que les gens vont découvrir la Sarah Couillard, qui n'est pas juste un sourire. Là. Même si, là, tu vois, tu ris puis tu as le grand sourire encore. La bagarreuse, la fille qui a des dualités dans sa personnalité, la fille qui est entêtée, qui est déterminée, qui a des idéologies. Hein? Donc, c'est ça que je vais souhaiter aux gens. J'espère que les gens vont découvrir cette fille-là puis ils vont apprendre à apprécier ton style de boxe qu'ils vont découvrir probablement un petit peu plus dans tes prochains combats. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Toi aussi.